Ici. OK. Alors, c'est un plaisir pour moi de présenter Dr. Gilles Al-Ali. Dr. Al-Ali is a neurologist and the director of the Leenart Center for Memory at the CHU and professor of neurology at the Lausanne University. Son activité clinique se concentre sur la prise en charge des patients avec des troubles neurologiques de la mémoire. Par ailleurs, he's the editor-in-chief of Neurodegenerative Diseases. La présentation d'aujourd'hui est intitulée Encéphalopathie au COVID-19. Y a-t-il un lien avec des pathologies neurodégénératives? So we're going to find out about the main neurologic complications of COVID-19 and how it impacts our risk of developing neurodegenerative diseases later on. Considering the length of the pandemic, I'm excited by worried by what we're going to find out. La parole est à vous, Dr. Al-Ali. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation et la présentation. Moi, ça me fait plaisir de vous parler de ce travail qui a débuté maintenant il y a près de 5 ans, je réalise. Donc, comme vous, on a été complètement paralysé par la situation qu'on a d'abord découvert en Chine. Et moi, je garde en mémoire cette image de ce vieil homme sur la gauche qui en fait a été simplement laissé comme ça mort pendant toute une journée. Il était à quelques mètres de l'hôpital 8 de Wuhan. Et je me suis dit, mais comment c'est possible en fait qu'on en arrive à une situation où en fait on laisse des personnes mortes dans la rue et personne ne va les toucher. Et l'autre réflexion que je me suis faite quand j'ai vu cette image, c'est de me dire que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé chez ce monsieur? Il a vraisemblablement un masque sur le visage, il est tout près de l'hôpital, donc peut-être qu'il voulait se rendre à l'hôpital, et que tout d'un coup, ben, en fait, il n'est pas arrivé à l'hôpital. Et donc, c'est-à-dire que s'il était capable de se rendre à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il était mobile, et donc il avait encore la capacité de déambuler. Et donc, je me suis dit, mais finalement, il est parti trop tard. Et il n'a pas réussi à atteindre l'hôpital. Et cette réflexion, en fait, a nourri plusieurs observations que j'ai pu faire après, parce que je ne sais pas comment vous êtes organisé à votre institution, mais dans notre institution, notre hôpital a été complètement dédié à la prise en charge des patients Covid. Et donc, on n'avait quasiment que des patients Covid dans notre hôpital. Tout s'est arrêté, la chirurgie s'est arrêtée, les soins intensifs ont été transformés en des unités de soins intensifs Covid. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir diriger une de ces unités. Et ce qui m'a marqué, c'était de voir arriver des patients dans une situation d'oxygénation catastrophique, avec des désaturations majeures et qui ne percevaient pas cette désaturation, qui n'avaient pas de sensation d'inconfort respiratoire, de dyspnée. Et du coup, j'ai relié cette observation avec ce monsieur et je me suis dit, ben, en fait, ce monsieur probablement n'a pas perçu en fait la sévérité de son hypoxémie. Et du coup, ben voilà, c'était trop tard. Il n'a pas eu le temps d'arriver, comme certains des patients chez nous à Genève, et je pense un peu partout dans le monde, n'ont pas eu le temps d'arriver à l'hôpital parce qu'en fait, ils n'ont pas été conscients de leur hypoxémie. Et je me rappelle de cette émulation que nous vivions à cette époque. L'Europe a été très rapidement touchée via l'Italie. Et entre l'Italie et Genève, on a une ligne de train qui fait Genève-Milan. Et nous, on a été parmi les premiers après les Italiens à être touchés. Donc, on a très vite vu beaucoup de patients arriver. Et je me rappelle de l'effervescence, tout était arrêté en fait. Et je ne sais pas comment c'était à Montréal, mais à Genève, en Suisse romande, c'était assez impressionnant de voir comment la société s'était complètement arrêtée. Et la seule chose qui fonctionnait, c'était les hôpitaux. Alors, il y avait évidemment aussi les supermarchés, mais il y avait des files et des queues interminables devant les supermarchés. Et 5 ans plus tard, j'étais dans mon bureau et j'ai pris cette photo le même jour que malheureusement ce patient a été photographié. Je me dis, mais c'est incroyable.
tout le chemin qu'on a parcouru. Et je voudrais pas qu'on oublie en fait ce qui s'est passé. Je voudrais pas qu'on oublie ce qui s'est passé à plusieurs égards. D'abord parce que on a beaucoup appris. On a beaucoup appris, pas seulement du point de vue médical et neurologique, et on va aborder les questions neurologiques puisque c'est pour ça que vous m'invitez aujourd'hui, mais on a aussi beaucoup appris sur, j'allais dire, notre inhumanité. Et je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais chez nous, les décisions ont été particulièrement inhumaines envers la prise en charge des patients, envers la prise en charge particulièrement des patients âgés, qui étaient complètement isolés, surtout ceux qui vivaient dans des zones, qui n'avaient pas le droit de recevoir des visites. À l'hôpital, on avait interdiction en fait de laisser des visiteurs venir voir les malades, de peur de transmettre la maladie, au point où en fait des patients pouvaient mourir tout seuls, sans leurs proches. Alors évidemment que beaucoup de cliniciens ont enfreint ces règles et ont autorisé des enfants à venir avec des mesures de protection. Mais du coup, ça m'a aussi fait réfléchir sur notre façon de considérer l'éthique médicale. Euh, Parce que quand tout va bien, c'est facile d'avoir des réflexions éthiques et de se dire, ben oui, là, on pourrait. Là, tout allait pas bien du tout allait mal, on ne savait pas vers quoi on se dirigeait, et on a pris conscience de notre manque d'humanité dans la prise en charge de nos malades. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, à la même époque, sortait un livre d'un auteur français, je ne sais pas il est aussi controversé qu'il l'est en Europe. C'est un auteur français qui fait beaucoup de perspectives sur la situation politique en France. Et il disait, nous ne rêverons pas, après le confinement, dans un monde nouveau, ce sera le même et un peu en pire. Et je trouve que c'était visionnaire aussi, ça, parce que on a tendance à oublier, en fait. On a tendance à oublier, je ne sais pas comment ça se passe à Montréal, mais par exemple, aujourd'hui, en Suisse, en Europe, on ne parle plus tellement de l'infection Covid. Les seules choses qu'on entend parler, c'est les Covid longs ou long Covid. Alors là, oui, on en entend parler beaucoup, mais les formes aiguës, les complications aiguës, on n'en entend plus du tout parler, ou beaucoup moins en tout cas, alors qu'en fait, ça continue. Ça continue. Et j'aimerais bien qu'on ait à l'esprit, en fait, tout ce qui s'est passé pendant cette période. Et on va peut-être passer au vif du sujet avec la slide suivante, où je vais essayer de vous montrer tout ce qu'on a appris, en tout cas nous, tout ce qu'on a appris sur le plan personnel, sur les liens entre cette infection qui est finalement un virus, et qui est pas un virus comme les autres, et le fonctionnement du système nerveux central. Alors, le SARS-CoV-2 avait un tropisme pour différents organes, parmi lesquels le cerveau. Et en fait, on a mis beaucoup de temps à comprendre comment le virus, d'abord, est-ce que le virus rentrait dans le cerveau? Est-ce que, alors certains ont tout de suite sorti des grands papiers en disant qu'on avait vu le virus dans des ponctions lombaires. En réalité, ce qu'on pourra voir sur la slide suivante, c'est que, voilà, on ne savait pas très bien par où il rentrait, s'il devait rentrer. Il n'y avait pas 150 possibilités. Soit il rentrait par une voie transnasale, soit, sur la slide suivante, l'autre mode d'entrée, c'était via la voie hématogène, via la barrière hémato-encéphalique. Alors en fait, ce qu'on a appris avec du recul, et surtout grâce aux travaux malheureusement autopsiques, c'est qu'en fait, le virus ne rentrait pas vraiment dans le système nerveux central, et les dégâts qu'il faisait dans le système nerveux central n'étaient pas dus à la présence directe du virus, mais plutôt à l'inflammation systémique qu'il produisait et à la rupture de cette barrière hémato-encéphalique. Alors, si vous passez à la slide suivante, vous allez voir un petit peu quelles ont été les conséquences. Alors, finalement, l'infection Covid euh, a eu des manifestations neurologiques à différentes phases. Aujourd'hui, la phase dont on est le plus exposé, et je dirais la question à laquelle on n'a pas encore répondu, c'est le long Covid. Donc on sait qu'aujourd'hui, voilà, plusieurs mois après l'infection, on observe des séquelles neurologiques, des séquelles comportementales. Est-ce que ces séquelles vont être le lit de pathologies neurodégénératives? C'est la grande question.
Mais cette infection Covid, en fait, pouvait survenir au décours de l'infection respiratoire. On a vu des patients avec des tableaux d'encéphalopathie sévère, et ce sera un des sujets de cette présentation. Mais ce qui est aussi intéressant, et ce dont on a un peu moins parlé, c'est que cette infection Covid, les manifestations de cette infection Covid, les manifestations neurologiques pouvaient précéder l'infection respiratoire. J'aimerais partager avec vous une histoire d'un patient qui m'avait particulièrement marqué, qui était un patient d'une quarantaine d'années, en bonne forme, qui était diplomate aux Nations Unies, et dont plus personne n'avait entendu parler depuis 15 jours. Et donc, il y a eu une alerte qui a été lancée, la police a été mandatée pour aller visiter ce patient chez lui. On a tapé à la porte, il n'a pas répondu, ils ont forcé la porte, et ils ont trouvé une personne complètement délirante, nue. On l'a amené à l'hôpital, on ne savait pas ce qui se passait. Alors tout de suite, à l'hôpital, on ne raisonnait plus que Covid, c'est-à-dire que la première personne qui arrivait, la première chose qu'on faisait, c'était un swab test, donc un frottis nasal. Évidemment, le frottis nasal était positif. Il n'avait pas de problème respiratoire, ce monsieur. Il n'avait, j'allais dire, qu'un délirium, une encéphalopathie. Et quelques jours plus tard, il va développer un tableau d'infection respiratoire sévérissime. Et donc, ce patient nous a fait comprendre aussi, et plusieurs autres, hein, d'ailleurs, ce n'était pas le seul, qu'en fait, les manifestations neurologiques de cette infection pouvaient même précéder l'apparition des symptômes respiratoires. Et du coup, ça a, si vous voulez, éveillé nos soupçons quand on était face à des tableaux neuropsychiatriques complètement inhabituels chez des patients qui n'avaient pas du tout de pathologie neurodégénérative ou de pathologie psychiatrique. Et donc, si on passe à la slide suivante, vous allez voir que, en fait, une des manifestations qui a le plus intéressé la communauté neurologique au début de l'infection Covid était la présence concomitante d'une infection Covid et d'accidents vasculaires cérébraux. Alors très vite, on s'est posé la question, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment une augmentation de prévalence d'AVC, puisque sur une des premières études qui a attiré l'attention de la communauté scientifique, c'est une étude qui a été conduite à New York, dans 3 hôpitaux de New York, qui a étudié près de 2000 patients Covid et a montré une prévalence extrêmement élevée d'AVC. Et ils ont comparé cette prévalence à ce qu'ils pouvaient observer une année auparavant dans les mêmes hôpitaux avec une infection due à la grippe, et ils ont montré qu'il y avait 8 fois plus d'accidents vasculaires cérébraux chez les patients Covid que chez les patients qui avaient été infectés par une grippe. Et donc, si on va à la slide suivante, on se pose la question de quels sont les mécanismes finalement. Pourquoi cette infection à SARS-CoV-2 crée cette vulnérabilité vis-à-vis d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, une des hypothèses, et finalement c'est ce que beaucoup d'infectiologues nous ont renvoyé à la figure, c'est de dire que de toute façon, les infections virales, quelles qu'elles soient, prédisposent à des phénomènes hyperthrombotiques et donc à des caillots. L'autre hypothèse, c'était que, et ça c'est une hypothèse qui a été mise en avant dans le cadre du Covid, c'est que le Covid a créé des états hyper-inflammatoires inhabituels et pro-thrombotiques qui pouvaient aussi contribuer à l'explication de cette augmentation de prévalence des accidents vasculaires cérébraux. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est l'atteinte endothéliale. Très vite, vous allez voir dans les prochaines slides qu'en fait, on s'est rendu compte dans les différents organes, d'abord extracérébraux, que cette infection Covid était associée à ce qu'on a appelé une endothélite, une inflammation de l'endothélium. D'abord, ça a été décrit dans les poumons, après dans le foie, et puis finalement dans le cerveau. Puis évidemment qu'après, on a mis en avant que l'infection Covid était associée à des complications cardiaques, des augmentations de fibrillation auriculaire qui prédisposent à des AVC, des augmentations de myocardite, des atteintes respiratoires sévères sont elles-mêmes aussi associées à une augmentation de prévalence d'accidents vasculaires cérébraux. Et enfin, le phénotype de ces patients qui faisaient des accidents vasculaires cérébraux, c'était des phénotypes particuliers. C'était des patients qui étaient plutôt en surcharge pondérale, qui avaient plutôt des facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, tous ces facteurs de risque mis ensemble permettaient, si vous voulez, d'avoir une espèce d'explication multifactorielle de l'augmentation de prévalence de ces accidents cérébraux dans les patients Covid. Alors, si on passe à la slide suivante, on va voir que
En fait, très vite, il y a eu cette dissémination dans la communauté scientifique de cette atteinte endothéliale. Alors, on n'avait pas d'autopsie cérébrale au début. Par contre, nous, on s'est posé la question à Genève, chez ces patients avec des Covid sévères, des encéphalopathies sévères, ces patients qui avaient, par exemple, perdu la conscience de l'inconfort respiratoire, on est allé faire des séquences IRM particulières. Alors c'était facile parce qu'en fait toutes les IRM ne fonctionnaient plus puisqu'en fait on faisait que du Covid dans notre hôpital. Donc en fait les radiologues s'ennuyaient et donc étaient d'accord de développer des séquences qui étaient un peu plus longues pour essayer de bien comprendre ce qui se passait dans le cadre de ces encéphalopathies. Et donc, avec la collaboration de nos collègues des soins intensifs, on a exploré ces patients, ces Covid sévères avec des encéphalopathies sévères, et on a montré que quand on regardait le liquide céphalorachidien, le LCR, à la ponction lombaire, ben en fait, il n'y avait pas tellement d'inflammation. La seule chose qu'on pouvait voir, c'était une rupture de la barrière hémato-encéphalique à la faveur d'une augmentation de l'index albumine. En revanche, quand on regardait les IRM de ces patients, avec des séquences particulières qui permettaient d'avoir une attention particulière au vaisseau, ça s'appelle des séquences TOF, eh bien, on voyait qu'il y avait une prise de contraste des gros vaisseaux, là en l'occurrence, c'est le tronc basilaire. Alors, si on passe à la slide suivante, on va voir que finalement, cette endothélite que l'on voyait, cette endothélite, cette inflammation de la paroi vasculaire, on l'a retrouvée en fait dans les études autopsiques. On a vu effectivement, comme dans les autres organes, au niveau du cerveau, on a vu ces inflammations de la paroi des vaisseaux et on a vu ces petits caillots. Et si on va passer à la slide suivante, euh, euh, vous allez voir que en fait, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il y a une association entre ces images, cette inflammation vasculaire, cette endothélite, et le niveau d'inflammation systémique? Alors, on a fait une première étude très descriptive où en fait, on a simplement regardé. 85% des patients avaient cette prise de contraste au niveau de la paroi vasculaire, 15% ne l'avaient pas. Et quand on comparait les niveaux d'inflammation systémique, on s'apercevait que les patients qui n'avaient pas ces images d'endothélite, en fait, avaient des niveaux inflammatoires systémiques moins élevés que ceux qui avaient cette image. Si vous continuez avec la slide suivante, vous allez voir qu'on s'est posé la question finalement. Quel est le lien entre cette inflammation de la paroi vasculaire et ces tableaux cliniques d'encéphalopathie? Et donc, on a regardé avec des séquences de diffusion, et ça, c'est grâce à nos neuroradiologues qui nous ont vraiment laissé le temps d'imager correctement ces patients, et avec aussi la contribution des collègues des soins intensifs qui finalement venaient aussi avec leur ventilateur pour que ces patients puissent avoir des séquences d'imagerie suffisamment longues, qui nous ont permis en fait de mettre en évidence, si vous voulez, une corrélation entre les niveaux d'inflammation systémique et des tracts cérébraux qui étaient dysfonctionnels, plus particulièrement au niveau de la corona radiata et au niveau de la capsule interne, sur la voie pyramidale. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir qu'en fait, une des grandes découvertes que l'on a faites chez ces patients avec ces encéphalopathies, c'était une très forte prévalence d'accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez, là, on avait 21% de patients avec des stigmates d'accidents vasculaires cérébraux en comparaison aux 1,6% de patients qui avaient une infection Covid et des AVC. Donc, vous voyez qu'il y avait une surreprésentativité d'accidents vasculaires cérébraux chez ces patients. Et plus intéressant, on a découvert de façon tout à fait fortuite, parce qu'on avait fait des séquences dédiées, des séquences SWI qui sont sensibles à l'hémoglobine, on a découvert d'importantes une importante prévalence de micro-saignements, de micro-blitz. La majorité de ces patients, 59% de ces patients, avaient ces micro-blitz. Et donc, ça posait la question, mais pourquoi, en fait, ces patients avaient ces micro-blitz? Alors, il y avait deux hypothèses. On n'avait pas d'image avant le Covid. Est-ce que ce que l'on observait, ces micro-saignements, était la conséquence de l'infection Covid?
Ou alors, est-ce que finalement, le fait d'avoir des microbes peut-être prémorbides, prédisposer des patients à avoir une infection Covid sévère, comme s'ils avaient c'était un facteur de vulnérabilité que finalement on découvrait au décours de l'infection. On ne pouvait pas répondre à cette question puisqu'on n'avait pas d'image avant. Donc les deux hypothèses coexistaient. Vous savez que ces micro-saignements, en dehors du Covid, on les décrit dans les encéphalopathies hypertensives, on les retrouve dans les noyaux gris profonds, ou dans les angiopathies amyloïdes cérébrales, on les retrouve au niveau cortical, comme c'est le cas sur cette image-là. Alors si vous passez à la slide suivante, vous allez voir qu'en fait, une question qui a accompagné aussi cette réflexion, c'était le phénotype de ces patients. Le phénotype de ces patients en Covid sévère, qui étaient dans les soins intensifs, et je pense que vous avez eu la même expérience au Canada, c'était plutôt des patients qui avaient un phénotype très particulier. C'était des patients en surcharge pondérale avec une hypertension. Et quand on met tout ça ensemble, on retrouve le même phénotype chez des patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil. Et donc l'hypothèse qu'on s'était faite, c'est que finalement, ces phénotypes de patients, en fait, avaient une certaine vulnérabilité de leur paroi vasculaire, parce que comme vous le savez, le syndrome d'apnée du sommeil est associé à une inflammation systémique qui aurait pu prédisposer ces patients à avoir cette encéphalopathie. Et donc, on a publié cette hypothèse et on l'a vérifiée après avec une cohorte de patients Covid-19 chez qui on a pu voir qu'il y avait une augmentation de représentativité de patients avec syndrome d'apnée du sommeil. Si on passe à la slide suivante, voilà. La grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ces encéphalopathies que on a étudié l'acronyme SAC pour SARS-CoV-2 Related Encephalopathie. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces patients qui ont fait des encéphalopathies sévères, finalement, sont des patients qui vont, à l'instar de ce qu'on a pu vivre lors de la grippe espagnole au début du XXe siècle, des patients on va avoir une deuxième épidémie, mais cette fois de pathologies neurodégénératives comme des démences. Alors pourquoi cette hypothèse nous intéresse aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, ces patients qui ont fait des Covid sévères, qui ont été aux soins intensifs, c'était à nouveau des patients avec un phénotype très particulier. Ils avaient ces facteurs de risque qu'on a vus, hein, donc une hypertension, ils étaient plutôt âgés, ils étaient en surcharge pondérale, ils avaient ces anomalies cérébrovasculaires, et donc tout ça mis ensemble, on sait que c'est les principaux facteurs de risque pour développer des pathologies neurodégénératives ou cérébrovasculaires du sujet âgé. Et donc, si on passe à la slide suivante, vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, la grande question qui se pose et pour laquelle on n'a pas de réponse, c'est de savoir est-ce qu'il y a un chemin commun entre cette encéphalopathie liée au Covid et euh, l'apparition de pathologies neurodégénératives. Il y a plusieurs arguments que j'ai tenté de développer avec vous aujourd'hui qui pourraient nous faire dire qu'on risquerait, dans les années à venir, avoir une augmentation de prévalence de maladies neurodégénératives chez ces patients. Et vous allez voir qu'en fait, il faut bien distinguer des patients qui ont une encéphalopathie sévère, donc des formes sévères de Covid, des patients qui ont été hospitalisés, des patients qui ont plutôt eu des formes légères de Covid, qui n'ont pas été hospitalisés, ceux chez qui aujourd'hui on voit une forte prévalence de Covid long ou de long Covid. Si vous passez à la slide suivante, vous allez voir que aujourd'hui, évidemment que je pense que c'est la même chose au Canada, il y a beaucoup de questionnements et beaucoup d'intérêt pour savoir finalement comment traiter, comment accompagner cette nouvelle maladie, ces patients qui ont un Covid long. Et dans notre centre, donc le centre Lénard de la mémoire, qui est un centre qui est spécialisé dans les maladies neurodégénératives, on a dû se saisir de cette question parce qu'en fait, on a été inondé de jeunes patients qui avaient des problèmes cognitifs, qui ne fonctionnaient plus, qui ne pouvaient plus travailler. Et donc, on a dû s'organiser pour les prendre en charge. Si vous passez à la slide suivante, vous allez voir qu'en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est la prévalence de ces Covid longs. Et ça, c'est des chiffres maintenant qu'on connaît bien. C'est à peu près un tiers des patients qui ont un Covid vont avoir différentes formes de Covid long. On avait des chiffres assez précis très tôt, en fait, à Genève, ce qui
nous a permis en fait de nous organiser pour prendre en charge correctement ces malades. Si vous passez à la slide suivante, vous allez voir qu'en fait, ce qui est intéressant avec le Covid long et ce que maintenant on a observé, c'est que d'abord, il y a beaucoup de symptômes. Et puis, avec le temps, les symptômes ont tendance à s'amender, voire à disparaître. Et à 1 an du début de la maladie, il reste plus beaucoup de symptômes, ou plutôt, il reste plus beaucoup de malades. Et les derniers malades qui restent, c'est souvent les plus sévères à traiter, les plus compliqués à traiter. De notre expérience, c'est souvent des patients qui avaient des pathologies prémorbides, qui étaient soit mal traitées, soit mal diagnostiquées. Et du coup, c'est très difficile de désintriquer ce qui revient à l'infection Covid et ce qui revient à la vulnérabilité prémorbide. Si vous passez à la slide suivante, vous allez voir que en fait, là, on prend les maux de tête. Vous voyez que, par exemple, des céphalées, des maux de tête, ben, la prévalence à 9 mois est effondrée. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir que aujourd'hui, ce qu'on a pu apprendre grâce à ces patients Covid long, grâce à ces patients qui ont fait des encéphalopathies Covid, qu'en fait, on fait face à différents phénotypes. On fait face à des phénotypes que nous, on a appelés neurologiques. C'est des patients qui viennent en consultation dans des centres spécialisés chez qui on met en évidence véritablement des problèmes de mémoire épisodique, comme on peut le voir dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, ces patients sont plutôt une minorité des patients que l'on voit, à l'inverse des patients qui ont plutôt ce qu'on a appelé un profil plutôt psychiatrique, qui ont plutôt une atteinte exécutive, qui ont une forte prévalence de comorbidité psychiatrique. Et si vous passez à la slide suivante, vous allez voir que ces deux phénotypes, en fait, sont très différents. Ce qu'on a appelé le phénotype neurologique, c'était plutôt des patients qui avaient qui avaient eu des formes d'infection sévères au Covid, qui étaient, il faut juste revenir à la slide suivante, et on va revenir, ouais, excusez-moi, qui avaient eu des formes sévères de Covid, qui avaient été hospitalisés, souvent dans des milieux de soins intensifs. C'était plutôt des hommes, et c'était plutôt des patients qui ne se plaignaient pas. C'était plutôt des gens qui étaient anosognosiques. À l'inverse, de ce groupe que l'on a appelé phénotype psychiatrique, qui étaient plutôt des patients qui avaient eu des formes légères de Covid, qui n'avaient pas été hospitalisés, qui étaient plutôt jeunes, entre 40 et 50 ans. Il y avait une forte représentativité de femmes et qui avaient beaucoup de comorbidités comportementales ou psychiatriques. Et donc, si vous passez à la slide suivante, vous allez voir que en fait, on a beaucoup focalisé sur les complications neuropsychiatriques de ces malades, mais il ne faut pas oublier que ces malades avaient aussi, je parle des malades qui avaient un Covid long, avaient aussi un handicap moteur. C'est des patients qui avaient de grandes difficultés à reprendre une activité physique, une activité sportive, et qui ont dû être accompagnés par des spécialistes pour les réentraîner à l'effort. Si vous passez à la slide suivante, vous allez voir qu'en fait, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est ce phénomène de l'anosognosie. C'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés parce qu'on avait des patients qui avaient des troubles de la mémoire sévérissimes, qui ne se plaignaient pas. À l'inverse, on avait des patients qui n'avaient pas de troubles de la mémoire, qui avaient une perception de leur fonctionnement cognitif qui était catastrophique. Et donc, du coup, on avait la chance d'avoir pu suivre ces malades qui avaient eu une infection légère, une infection modérée, une infection sévère. On a pu comparer, si vous voulez, les profils cognitifs de ces malades, mais surtout, on a pu les rescanner et voir s'il y avait une signature biologique de ce phénomène d'anosognosie. Alors, si vous passez à la slide suivante, vous allez voir qu'en fait, ce qu'on a montré, c'est que ces patients qui étaient anosognosiques, en fait, cette anosognosie était associée, quand on regardait les séquences de diffusion, à des phénomènes de disconnexion gauche-droite, qui contribuaient aussi, si vous voulez, à leur déficit cognitif. Si vous passez à la slide suivante. Voilà, je voulais essayer de vous montrer un petit peu comment, dans notre centre, basé sur cette expérience de terrain, on a essayé d'accompagner et de prendre en charge ces malades.
Alors, sur la slide suivante, vous allez voir à peu près un peu la stratégie. Donc, tous les malades, en fait, qui venaient, donc il faut se rappeler qu'on avait un spectre de patients qui pouvaient aller, moi j'avais des patients de 17 ans jusqu'à des patients de 80 ans. On avait une vague très importante de malades et du coup, il fallait stratifier. Il fallait savoir à qui on allait demander quoi. Parce qu'évidemment qu'on aurait adoré faire des IRM cérébrales à tout le monde, évidemment qu'on aurait on aurait adoré faire des bilans neuropsychologiques à tout le monde, mais il fallait stratifier pour pouvoir offrir la meilleure prise en charge aux patients qui en nécessitaient. Et donc, on avait des critères où, en fait, on triait sur la base de l'état cognitif, donc la MOCA de base, mais aussi sur un critère de fonctionnalité. Sur un critère de fonctionnalité, à savoir la reprise au travail. Parce que ce qu'on ne voulait pas, et je pense qu'on a tous eu le même raisonnement, c'est de faire ces patients avec des longs Covid excusez-moi du terme, des handicapés permanents. Et donc, du coup, en fonction de ces critères qu'on a qualifiés de gravité, on a trié et on a fait des bilans neuropsychologiques, on a fait des IRM cérébrales, on a évalué ces patients sur le plan psychiatrique pour ceux qui le nécessitaient. Et après, au terme de ce bilan, une fois qu'on avait exclu l'existence d'une pathologie neurodégénérative, on les a pris en charge dans des groupes dédiés en fonction du niveau de sévérité de leurs symptômes. Et donc, on a mis en place, avec nos neuropsychologues, de la remédiation cognitive basée sur les symptômes. Si vous passez à la slide suivante, vous allez voir un petit peu le détail de cette prise en charge. Donc, initialement, ces groupes étaient essentiels pour nous de communiquer, en fait. Donc, on faisait face à des patients qui étaient plutôt jeunes dans ces groupes, donc moins de 50 ans, une forte représentativité de femmes plutôt de haut niveau, qui avaient plutôt des fonctionnements cognitifs globaux qui étaient plutôt OK, hein, une MOCA qui était aux alentours de 28, avec des niveaux d'anxiété et de dépression assez élevés. Donc, initialement, les premières séances étaient dédiées à la compréhension, à la reconnaissance de leurs difficultés. C'était de la psychoéducation parce que je ne sais pas comment c'était à Montréal, mais chez nous, nos patients ont beaucoup souffert d'un manque de reconnaissance. D'un manque de reconnaissance parce que beaucoup de confrères, mais pas seulement des confrères, hein, dans la communauté, on a pensé que ces patients qui avaient des Covid longs, c'est des patients qui étaient un peu des profiteurs, qui essayaient de tirer un bénéfice de leur infection Covid. D'autant plus qu'ils n'avaient pas eu une infection sévère. Donc en fait, il y avait cette espèce de paradoxe qu'on avait des patients qui avaient des infections extrêmement sévères, qui retournaient au travail, et de l'autre côté, on avait des patients qui avaient des infections légères, mais prendre le terme très péjoratif, même pas été hospitalisés, qui maintenant n'étaient plus fonctionnels. Donc ces patients avaient besoin d'une certaine reconnaissance. On devait aussi leur expliquer pourquoi ils se retrouvaient dans cette situation. Et puis après, on a proposé un modèle où on a réentraîné, on a fait de la remédiation cognitive par domaine cognitif. On avait de la remédiation cognitive de la mémoire, de l'attention, des fonctions exécutives. Et après, on était obligé d'aborder les autres symptômes qui étaient les problèmes émotionnels, la fatigue et le sommeil. Alors, je vais vous dire que ça a très bien marché, les patients étaient très contents, mais en fait, on n'a pas testé le modèle. Je n'ai pas voulu en fait faire d'essais cliniques. J'ai pas voulu me dire qu'on allait tester ce modèle de prise en charge pour voir s'il était scientifiquement efficace. Je trouvais que ce n'était pas éthique de ne pas proposer de prise en charge à certains malades et d'en proposer à d'autres. Donc en fait, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nos patients étaient satisfaits, qu'on avait à une année un très faible taux de persistance de symptômes. Il y en avait certains, une minorité, qui ont persisté. Donc je ne sais pas si ce modèle était le bon modèle. Si on passe à la slide suivante. Alors voilà, aujourd'hui, vous avez bien compris que, et j'ai essayé de vous faire la démonstration, que cette infection Covid, finalement, peut arriver à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, la grande question qui se pose dans les
centres spécialisés qui s'occupent de patients avec maladies neurodégénératives et de savoir si on va faire face à une nouvelle épidémie de patients avec pathologie neurodégénérative. La réponse à cette question, je ne l'ai pas. Ma suspicion est que oui, et qu'il va falloir être extrêmement vigilant chez ces malades. Voilà, je voulais terminer là-dessus et remercier tous les collaborateurs qui ont contribué à ce travail sur la dernière slide, où vous verrez que finalement, c'est un travail d'équipe qui a réuni des spécialistes de différents hôpitaux en France, en Suisse et à l'étranger. Voilà, je vous remercie pour votre attention et encore toutes mes excuses pour les problèmes techniques. Merci beaucoup, Dr. Alali. We'll open it up for questions. Des questions dans la salle ou dans le